Bonjour, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement français. Merci d'être notre invité. Alors, la Syrie aurait donné son accord à la proposition russe. Est-ce que cela écarte toute possibilité de frappe militaire ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, bien évidemment. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que c'est très intéressant que les Russes aient fini par faire cette proposition, par mettre cette proposition sur la table. C'est tout de même le résultat d'une très forte pression qui a été mise sur la Syrie, sur la Russie, la Chine ces dernières semaines. Et donc, c'est le résultat, d'une certaine façon, de la constance, notamment du président François Hollande, mais aussi de Barack Obama, à condamner l'atroce crime commis le 21 août dernier. Donc aujourd'hui, Laurent Fabius l'a dit, il ne faudrait pas qu'il ne s'agisse que de manœuvres de diversion. Donc nous souhaitons... Aujourd'hui, est-ce qu'on n'écarte pas cette possibilité que ce soit encore une manœuvre ? Non, il ne faut écarter aucune possibilité et c'est la raison pour laquelle la France a décidé de prendre les choses en main et de déposer un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, un projet de résolution dans lequel à la fois la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne fermement l'attaque chimique perpétrée par le régime syrien. En même temps, demande au régime syrien de faire toute la lumière sur ces installations chimiques et de les démanteler sous le contrôle de la communauté internationale. Et puis, enfin, que les responsables de l'attaque chimique du 21 août dernier soient sanctionnés devant la Cour pénale internationale, donc que des responsabilités soient établies. Ce texte de résolution qui est proposé par la France au Conseil de sécurité, c'est une façon justement de donner corps à l'idée pour l'instant émise par les Russes. Oui, vous diriez que c'est une victoire diplomatique de François Hollande aujourd'hui ? Là encore, je crois que c'est trop tôt pour le dire, mais ce qu'on peut souligner, c'est la grande constance qui a été celle de François Hollande depuis le début sur cette affaire, avec, je crois, une force de conviction en la matière. Il n'y a pas de géométrie variable pour François Hollande lorsqu'il y a eu crime contre l'humanité, et Ban Ki-moon lui-même a qualifié l'attaque du 21 août de crime contre l'humanité. Lorsqu'il y a eu crime contre l'humanité avec cette attaque chimique, eh bien, il faut une sanction. Et il faut que la communauté internationale non seulement condamne par les mots, mais réagisse pour dissuader le régime syrien de recommencer et dissuader d'autres régimes, hypothétiquement aussi, de procéder à de telles attaques. Oui, Najat Vallaud-Belkacem, demain vous allez rencontrer des femmes syriennes, vous relancez le processus de l'Union pour la Méditerranée et vous allez notamment le concentrer sur la situation des droits des femmes et de la place des femmes dans la Méditerranée. D'abord, qu'est-ce que vous allez dire à ces Syriennes ? Alors demain, je rencontrerai en effet des représentantes d'ONG syriennes. J'ai eu l'occasion toute cette semaine de rencontrer des représentantes d'ONG venant de tous les pays, des 43 pays qui composent l'Union pour la Méditerranée, puisque l'Union pour la Méditerranée, c'est un cercle extrêmement utile et précieux dans lequel on retrouve à la fois des pays européens, des pays arabes, Israël, c'est quand même rare comme format, et qui ne s'était pas réuni depuis 2 ans et demi. C'était un projet de Nicolas Sarkozy au départ. Absolument, qui était un projet de Nicolas Sarkozy, mais qui l'avait fait naître dans des conditions assez insatisfaisantes, puisqu'il avait un peu mis de côté une partie des pays européens, les institutions européennes se sentaient laissées pour compte, et du coup, en réalité, il y a eu beaucoup de flottement, et ça n'est pas un hasard si pendant 2 ans et demi, l'Union pour la Méditerranée ne s'est plus réunie. Ce que nous avons modifié dans les règles, c'est d'abord une véritable présence européenne. D'ailleurs, l'Union pour la Méditerranée est aujourd'hui coprésidée par Catherine Ashton d'un côté et par la Jordanie pour ce qui est des pays du Sud de l'autre. C'est le fait de donner à l'Union pour la Méditerranée compétence non seulement pour adopter des textes, et nous allons en adopter un sur cette question du rôle des femmes, mais aussi pour mener à bien des projets concrets, et nous allons labelliser jeudi, donc avec les pays présents, des projets qui impliquent différentes institutions de différents pays, de différentes ONG, pour faire en sorte que les choses avancent sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez ? Voilà, au-delà de cette réunion, qu'est-ce que vous espérez de concret pour les femmes dans la Méditerranée ? On pense aux Égyptiennes, on pense aux Tunisiennes. Alors concrètement, et ça me permet de répondre à votre question de tout à l'heure, pourquoi est-ce que depuis plusieurs jours je reçois les ONG donc de ces différents pays ? Parce que je pense que la nouvelle donne aujourd'hui, par rapport au moment où l'UPM a été créée en 2008, c'est la société civile. Il y a eu les printemps arabes
entre-temps. Il y a eu une société civile qui est devenue un acteur majeur et qui s'est élevée pour porter des valeurs, des défis communs. Et donc aujourd'hui, lorsque nous, Paris, nous disons, réunissons donc l'UPM autour de ce sujet, le rôle des femmes dans les sociétés de l'Euro-Méditerranée, nous ne pouvons pas ne pas écouter ce que la société civile a à dire. Donc lorsque je réunis ces ONG, je prends leurs revendications en quelque sorte que je défendrai lors de la réunion avec les ministres de tous les pays jeudi. Est-ce que c'est possible d'imposer à des États des améliorations de la condition des femmes par l'objet de l'Union pour la Méditerranée, par exemple? Moi, je pense qu'avec le regard de ses pairs, un État évolue plus rapidement que s'il reste uniquement replié sur lui-même, dans son coin, à avoir affaire en direct à sa société civile, dans des conditions qui parfois relèvent plutôt de l'hostilité que de la coopération. Et que l'UPM, ça sert à ça, c'est à mettre autour d'une table des États très différents, certes, mais qui malgré tout partagent des valeurs communes autour de cette Méditerranée, et à leur dire, vous savez, on a tous des problèmes s'agissant du rôle des femmes dans nos sociétés, y compris en Europe, on a encore des progrès à accomplir. Vous, Tunisie, Égypte ou encore d'autres, vous êtes en pleine transition politique. Les femmes ont joué un rôle majeur dans les manifestations. Place aux femmes aujourd'hui, c'est ce que vous diriez aux chefs d'État? Absolument, les femmes ont joué un rôle majeur dans les mobilisations au moment des printemps arabes. Où sont-elles aujourd'hui? On peut se dire des choses comme cela lorsque on accepte d'être finalement chacun jugé par ses pairs et donc de faire progresser la situation en signant à la fin de cette réunion un texte de résolution qu'on a d'ores et déjà travaillé et préparé, qui est assez ambitieux, qui réaffirme des principes simples, la lutte contre les violences faites aux femmes, le soutien à l'autonomie économique des femmes, la nécessaire éducation pour changer les mentalités et en finir avec cette répartition si inégale des richesses, l'éducation des filles. Donc nous avons des objectifs communs que nous signerons et puis nous avons tous ces projets que nous allons labelliser et donc financer concrètement, qui vont permettre par exemple à des ONG de pays différents de travailler ensemble pour accompagner les femmes dans l'accès aux responsabilités, dans la création d'entreprises, etc. Najat Vallaud-Belkacem, il y a eu les déclarations, vous l'avez entendu, de François Fillon disant qu'il voterait évidemment dans une élection par rapport au Front National ou un socialiste pour le moins sectaire, n'écartant pas donc de soutenir un candidat Front National. Et tout à l'heure, Alain Juppé a dit qu'il voterait, disait-il, pour le plus modéré finalement, mais qu'il ne mettait pas les deux sur le même plan. Oui, peut-être que M. Juppé met davantage les formes que M. Fillon dans sa réponse. Mais pour moi, le malaise est toujours là. C'est-à-dire qu'au fond, ces responsables politiques de l'UMP semblent croire que c'est par bonté d'âme qu'on leur demande de voter pour un candidat de gauche plutôt qu'un candidat du Front National, que c'est par charité qu'on leur demande de respecter ce qu'on appelle le Front républicain. Mais moi, je vais vous dire, quand j'en appelle au Front républicain, j'en appelle au Front républicain, non pas par charité, mais parce que j'estime que les idées du Front National ne peuvent pas être considérées comme des idées politiques comme les autres. J'estime que les idées du Front National qui sont faites d'exclusion d'une partie de la société, de la population, de rejet, oui, c'est ça, de rejet. De ce que dit aujourd'hui Alain Juppé? Ces idées-là ne peuvent pas être noyées dans une espèce de magma dans lequel tout se ressemblerait et tout se vaudrait. C'est ça le Front républicain, c'est se maintenir à l'écart d'idées qui sont nocives. Et les idées du Front National, de fait, parce qu'elles prônent de retirer des prestations aux personnes en fonction de leur nationalité, parce qu'elles prônent de fermer les frontières, elles sont nocives. Donc aujourd'hui, lorsque François Fillon ou M. Juppé répond avec cette espèce de précaution dans le langage, j'ai envie de leur dire de se ressaisir et de se souvenir de ce qui fait la grandeur finalement de la politique française. La grandeur de la politique française, c'est de ne pas céder à l'émotion. C'est de garder la tête froide et de savoir, y compris en période économique difficile, souder la population autour de valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité manque cruellement au discours du Front National. Merci Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement, ministre des Droits des Femmes, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.